Je vous propose maintenant de partir à la découverte d'un tout autre paysage à environ 200 km de Toulouse, là où la Garonne rejoint la Dordogne. Une très belle rencontre puisqu'elle a donné naissance à l'estuaire de la Gironde. C'est le plus grand d'Europe. Il s'étire en effet sur 75 km jusqu'à l'océan. L'occasion, vous allez le voir, de rencontrer celles et ceux qui travaillent et qui vivent au cœur de ce patrimoine exceptionnel. Jean de l'Estuaire, c'est un reportage d'Hervé Arduin et Laurent Beaufils. On le surnomme le Versailles de la mer. Un chef-d'œuvre édifié par l'homme à 7 km du continent. Cordouan est le plus ancien phare du monde, encore en activité. Il fêtera ses 400 ans en 2011. C'est également le dernier phare en mer gardé par l'homme. La lanterne, à 68 mètres du sol. Corvée de nettoyage pour Dominique Pérez et Serge Andron, les deux gardiens en faction cette semaine. Il y a à peu près deux jours de travail. Dès qu'on commence, pour le finir à deux, il faut au moins 2 jours de nettoyage. On nettoie au produit vitre, classique, pour avoir une portée optimale sur l'horizon. À combien de kilomètres on voit ici? Bon, on le voit à 20 000 à peu près, en moyenne entre 40 et 50 km. Serge Andron travaille ici depuis 36 ans. Cordouan est sa deuxième demeure. Un repère indispensable pour les navigateurs car il marque l'embouchure de l'estuaire de la Gironde. L'océan arrive sur la façade ouest du phare et l'estuaire commence sur la partie est. Donc on a la rencontre océan-estuaire sur le milieu du phare. Donc les premières personnes de l'estuaire qu'on rencontre, les premiers gens d'estuaire, c'est vous? Les premières personnes, c'est nous, les gardiens du phare de Cordouan en premier. Depuis quand? Ça date depuis, pour la construction de Cordouan, depuis 1584. 1584. C'est à cette époque qu'Henri III ordonne la construction de Cordouan. Voici la première version du phare en 1611. Il était moins haut qu'aujourd'hui. Il aura fallu 27 ans pour relever le défi. La façade a conservé son décor d'origine, inspiré des riches demeures bordelaises. Mais Cordouan a subi plusieurs transformations. La dernière, à la fin du XVIIIe siècle, il a été rehaussé d'une trentaine de mètres pour être vu de plus loin encore. Cordouan est unique dans sa réalisation. Dominique Pérez nous emmène découvrir la pièce la plus étonnante. C'est une chapelle. La seule au monde recensée dans un phare. Un endroit insolite, une volonté d'Henri III. Henri III est un roi qui n'était pas en odeur de sainteté. Il avait une réputation plus que sulfureuse. Il était contesté notamment par le duc de Guise. On le soupçonnait de mauvaises mœurs puisqu'il avait des mignons. Donc finalement, avoir un bâtiment de cette classe, de ce prestige en pleine mer, c'était pour un roi montrer sa puissance, asseoir son pouvoir temporel. Et puis avoir une chapelle dans un phare, c'était montrer qu'il était bon chrétien. Donc c'était asseoir son pouvoir spirituel. Et il en avait grand besoin. Trois occultations toutes les 12 secondes. La signature de Cordouan à travers le monde. Toute la nuit, la lanterne donne sa pleine mesure. La seule activité à bord du phare jusqu'au lever du soleil. Mais très vite, le travail reprend pour nos gardiens embarqués. Ce jour-là, Serge et Dominique attendent une livraison venue du continent. T'as combien de cuves?
Dans ces cuves, 2000 litres d'eau de pluie. Sur le phare, il convient de vivre avec les moyens du bord. L'électricité est produite par des groupes électrogènes. Pour l'eau, les concepteurs du phare avaient tout prévu, sauf les périodes de sécheresse. Vas-y. D'où cet exercice imposé. Une bonne séance de gymnastique pour Dominique, histoire de bien commencer la journée. L'eau de ruissellement sur le phare est récupérée, canalisée, ensuite stockée dans des citernes en dessous de la maçonnerie de la cour. Mais comme il ne pleut pas suffisamment, donc on fait du ravitaillement de terre par le bateau de notre service par les balises. Ouais. À plus. Et ça sert à quoi? À faire notre toilette, notre vaisselle. Après laver nos aliments. Pas une minute à perdre, car nos gardiens attendent d'autres visiteurs ce matin. Ça, c'est bon. Vous attendiez à faire ça, madame? Non, pas du tout, on n'en est pas prévenu. Non, mais c'est agréable, hein. Des touristes débarqués à marée descendante. Le seul moyen d'atteindre Cordouan. Je savais qu'on arrivait les pieds dans l'eau, mais autant. C'est rigolo. Ça se mérite, Cordouan. Ah oui. Au bout de la digue, encore un petit effort. Plus que quelques centaines de marches et vous serez au sommet. Dominique et Serge Il est content, assurent il l'accueil. dira bonjour, bienvenue à Cordouan. Allez, messieurs, dames, si vous voulez avancer. Une vieille tradition sur Cordouan. Je ne vous dis pas le nombre de marches, mesdames et messieurs. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le record de montée à partir au gardiennage, nous l'avons repris aux pompiers et il est d'1 minute 05. Donc je vous souhaite une bonne visite. 301 marches à gravir. Les estivants découvrent le phare à leur rythme. Une immersion dans l'histoire qui va durer 2 petites heures. Puis c'est le retour au calme pour Cordouan et ses 2 occupants. Habiter ici, c'est un privilège. Donc, je dirais que ça vaut son poids de solitude, puisque c'est la contrepartie. Mais voilà, alors après, chacun de nous a sa saison préférée. Il y en a qui trouvent que c'est plus léger de vivre au phare l'été. Et moi, je sais que j'aime bien l'hiver. On peut avoir un beau ciel de traîne ou un ciel très lourd, très chargé derrière. Donc un autre éclairage, c'est toujours magnifique, quoi. C'est un spectacle constamment renouvelé. Depuis l'océan, le phare de Cordouan marque donc l'entrée dans l'estuaire de la Gironde. C'est le plus vaste d'Europe. Les navires l'ont toujours emprunté. La preuve, ces cavités à flanc de falaise creusées par l'homme à l'époque gallo-romaine. Les premiers habitants, des pilleurs d'épaves ou des naufragés. L'estuaire de la Gironde s'étend sur 75 km. Il offre une multitude de décors et de lieux symboliques, comme l'église de Talmont-sur-Gironde. À flanc de falaise, une étape sur le chemin de Compostelle, un repère pour les marins en transit. Car les navires vont et viennent entre le port de Bordeaux et l'océan Atlantique. Un itinéraire régulièrement emprunté par le Sinbad. Ce vieux gréement a été racheté il y a peu par une figure de l'estuaire. Voilà 38 ans que Jean-Yves Saint-Rame navigue dessus, sans encombre. Au début, on peut se faire surprendre, mais quand on navigue depuis pas mal d'années sur l'estuaire, on ne se fait plus surprendre. C'est pas difficile de naviguer sur l'estuaire, mais il y a certaines règles qu'il faut respecter. Donc on respecte et les balisages et les courants de marée. Parce que ça reste un lieu de rencontre finalement. Ah oui, on a d'abord le courant de marée qui est important, le courant de la mer donc,
mais aussi on a les courants des deux rivières qui se jettent sur l'estuaire, aussi bien la Dordogne que la Garonne. Donc il est évident que sur l'estuaire, il faut prendre en compte ces paramètres. Car naviguer sur l'estuaire ne s'improvise pas. Malgré sa taille, l'endroit ne laisse guère de liberté. Cordouan ici, quand les gros bateaux arrivent sur l'estuaire, ils prennent la passe nord et après tous les chenaux, voilà, les chenaux de navigation sont balisés et tout le long de l'estuaire, tout est balisé en fonction bien sûr des difficultés de l'estuaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas naviguer où on veut, Non, absolument pas. même si c'est très large. Même si c'est très large. C'est pas parce que c'est très large qu'il y a de l'eau. Par exemple, Par exemple, il y a beaucoup d'endroits où il n'y a absolument pas d'eau. Le chenal de navigation, la rivière ici, elle est très large. L'estuaire est très large. Et le chenal de navigation, il est très étroit. Et l'estuaire réserve d'autres surprises encore, comme celle que Jean-Yves Saint-Rame nous emmène découvrir. En 38 ans de navigation, il a constaté l'éclosion de petites îles, ici et là sur l'estuaire, au gré des bancs de sable charriés par les marins. Voilà, là, la création d'une île avec de la végétation qui commence à s'implanter. Donc il va la stabiliser, la tenir sur place. ça n'existait pas il y a combien de temps? Alors, c'est progressif, ça. C'est pas du jour au lendemain, mais tous les jours elle change, tous les jours elle évolue. Voilà, et tous les jours elle s'agrandit. Donc dans un an elle sera peut-être 2 fois plus grande. D'autres auront perdu de la surface, auront peut-être même disparu. Voilà, c'est un estuaire qui est vivant. Les îles de l'estuaire, l'homme les a toujours investies. Pour se défendre d'abord, l'île Patay et son fort étaient l'un des éléments clés du verrou de l'estuaire, imaginé pour protéger Bordeaux. Sur la rive droite, le cœur du dispositif. Blaye et sa citadelle construite par Vauban, un site majeur avec ses 17 hectares de casernement. Nous passons Blaye pour nous intéresser à une autre île moins connue, l'île Nouvelle. Ici, la terre est particulièrement fertile. L'homme l'a exploitée, pressurée durant 200 ans. De cette époque, il ne reste que ce village abandonné dans les années 60. Il comptait une quarantaine d'habitants. Des agriculteurs dont l'activité intensive a fini par modifier l'équilibre naturel de l'île. Ici, c'est un grand champ. C'est un grand champ de maïs. Ce que l'on ne voit pas, c'est qu'il y a c'était drainé. Donc, il y avait un réseau de drains souterrains qui permettait de sortir l'eau de façon à ce que la culture puisse se faire sans être totalement inondée. Il y avait des réseaux de fossés qui évacuaient l'eau également dans l'estuaire de la Gironde. Et c'était un espace qui était entièrement cultivé. Et l'homme avait tout transformé ici. L'homme avait tout transformé pour cette production, oui, tout à fait. Voici une photo de l'île en 1999. Même endroit, 10 ans plus tard, la nature reprend progressivement ses droits. C'est le fruit d'une expérience menée ici par le Conseil général de Gironde. L'objectif est clair, tenter de reconstituer l'écosystème de l'île détruit au fil du temps. Un défi qui passe d'abord par une remise en eau régulière du site afin d'enrichir le milieu. Là, j'effectue une chasse. Ce qu'on appelle une chasse, c'est ouvrir l'écluse pour pouvoir éliminer les impuretés qu'il y a sur l'eau dues à la chaleur. Et comme ça, la semaine prochaine, on va rentrer de l'eau pour remettre la zone en eau et rentrer en même temps tout ce qui est alimentation, nourriture, crevettes, petits poissons, insectes pour les oiseaux. Une deuxième douche. Les oiseaux, un indicateur pour les scientifiques. Ça va être la tournée torcole. S'ils viennent sur l'île, Ah oui. c'est qu'ils y trouvent de quoi s'épanouir. Régulièrement, Sylvain Cardonnel et Frédéric Dupuis effectuent des campagnes de comptage. Qu'est-ce que c'est? Là, on a un torcole fourmilier, assez emblématique de l'île. Une espèce qui s'était pourtant raréfiée ces derniers temps. Bonne nouvelle, elle semble réinvestir son territoire. Pour Sylvain et Frédéric, l'exercice est délicat. Un démaillage en règle, doublé d'une course contre la montre.
pour libérer au plus vite l'oiseau captif. Plus ils restent dans les filets, plus on leur fait prendre de risques. On leur fait prendre des risques notamment par rapport aux prédateurs. S'il y a un épervier qui passe par là, il peut plonger dans le filet et en profiter pour manger l'oiseau. Donc il faut régulièrement faire des tournées toutes les demi-heures pour s'assurer qu'on ne fait pas prendre de risques supplémentaires aux oiseaux. Donc il y a une urgence. Il y a un caractère assez urgent à réaliser ces tournées, tout à fait. Une tournée plutôt productive. Retour au camp de base avec une dizaine d'oiseaux à traiter. Dans ces sacs, ils ne risquent plus rien. Désormais, ils vont subir une batterie de tests. Et tout commence par le bagage. Donc là, c'est pour vérifier si l'oiseau a fait de la graisse ou pas. Donc là, il a un peu de graisse. Tout est consigné. Ils sont engraissés. 3 d'adiposité. Espèce, taille, poids. 12 grammes 7. L'oiseau est enregistré. Et reparti. S'il revient un jour, Sylvain et Frédéric sauront l'identifier. En moins de 3 ans, nos scientifiques ont noté de réels progrès sur l'île. Sur des milieux comme ça, on assiste progressivement à une reconnaissance par des espèces qui autrefois n'étaient pas visibles. Il y a 10 ans de cela, par exemple, les hérons ne nichaient pas sur l'île, alors que maintenant il y a une colonie avec plusieurs espèces de hérons qui ont colonisé les boisements et se nourrissent sur l'île. Le pari est en train d'être gagné. Le pari est en train d'être gagné. Un peu plus loin, voici l'île Margot. Ici aussi, l'homme s'est installé il y a bien longtemps et continue même d'y vivre. C'est d'ailleurs la dernière île habitée de l'estuaire. Sur l'île Margot, on cultive la vigne depuis le milieu du 19e siècle. Aujourd'hui, c'est Lionel de Mecnem qui exploite le site. Une vingtaine d'hectares, la quasi-totalité de l'île. Lionel travaille ici depuis 25 ans, dans le respect de l'environnement. Des méthodes qui ont redonné vie au domaine. Je suis arrivé ici, la vigne était plus ou moins à l'abandon, donc il y a eu un gros travail de restructuration, d'abord sur la vigne, ensuite on a refait les digues, on a refait les bâtiments, pour arriver à un résultat qui est quand même pas, enfin moi je trouve pas mal quoi. Par rapport à vos collègues à terre, c'est plus facile, plus difficile Ah non, ici ? c'est plus difficile. Pourquoi ? C'est plus difficile parce qu'on a le fleuve à traverser, les approvisionnements sont plus compliqués parce qu'il faut prendre le bateau, charger les bateaux, décharger de ce côté. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Lionel dit pourtant avoir eu le coup de foudre pour l'île Margot. Il a entièrement restauré cette maison pour s'y installer avec sa femme, Marie, et leurs 3 enfants. C'était il y a 20 ans. À l'époque, le couple habitait Bordeaux. Changement de vie radical pour toute la famille. Le plus compliqué, ça a été de faire le pas, de dire oui, parce que c'était quand même une aventure. Pourquoi ? D'oser. Parce que c'est une île. Et puis je ne suis pas très sécure au niveau du fleuve, donc il fallait dépasser plein de craintes. J'ai appris à conduire le bateau. C'était pas mon fort, hein, mais bon. Maintenant, je me débrouille. Je traverse toute seule, à connaître les marées, à connaître le fleuve. Marie et Lionel sont les derniers Iliens de l'estuaire. Voilà. Pour autant, l'idée de quitter Margot, leur terre d'adoption, ne les effleure jamais. On est très proche de la nature, d'autant plus qu'on vit avec les lunes, les marées, les animaux, les oiseaux. On est très très proche de la nature. C'est pour ça qu'on est là, je crois. On vit un peu avec la terre, la vase, mais bon, ça fait partie du jeu, quoi. C'est pas... Enfin, nous, ça nous gêne pas du tout, quoi. Et pourtant, en 20 ans, Marie et Lionel n'ont jamais été épargnés par l'estuaire. Ils ont encore en tête la dernière de ces colères. C'était en 99, on avait 1,50 m d'eau dans la maison, partout. L'île a été complètement submergée. On revient, c'est difficile, hein. Je vous dis pas que c'est pas facile, mais j'ai pas renoncé parce que pour moi, non, c'est vraiment là
qu'on a choisi d'habiter ensemble et d'élever nos enfants, et j'y suis bien. J'ai l'impression qu'on prend de plus en plus des forces avec cette île. On devient comme les végétaux, là, on s'enracine. Retour sur l'estuaire pour une dernière rencontre. Direction cette fois l'île de Patiras. Elle est le théâtre d'une expérience originale. L'île doit son nom à son phare. Il a été restauré il y a 2 ans par le Conservatoire du littoral. Dans le même temps, l'ancienne maison des gardiens a été rachetée puis transformée en salle de réception. À l'origine des travaux, un amoureux de l'estuaire qui ne perd jamais une occasion de le faire découvrir. Et tous les moyens sont bons. Oh mon Dieu, mais je prends l'artichaut. C'est une fleur d'artichaut. L'artichaut ayant été le roi des légumes des îles. Pendant très longtemps, les gabarres partaient chargés d'artichauts sur Bordeaux. Et là, je vais aller chercher les fleurs d'Annette. Philippe Lacour organise à midi un déjeuner pour une trentaine de convives. Il peaufine les derniers détails. Je fais des petits bouquets pour mettre sur les tables et qui en fait, tout comme ce qui sera dans l'assiette, relate ce que nous avons autour de nous. Là, je colle la saison, je colle l'évolution du végétal sur une île où effectivement l'alluvion, la terre d'alluvion est tellement extraordinairement riche que j'ai toujours profusion de fleurs et de choses en graines ou à état de fleurs à aller chercher tout près autour du refuge. 12h30, les premiers visiteurs débarquent. Ils vont passer quelques heures sur Patiras. Le temps pour Philippe de leur faire découvrir la quintessence des lieux. Un petit peu par ici, je vais vous présenter le site. Une centaine de marches plus tard, la magie fait son œuvre. Depuis la plateforme du phare, vue imprenable sur l'estuaire. Je vais me mettre là au coin parce que c'est là où on m'entend le mieux, pardon. Non, mais vous pouvez rester là, il n'y a pas de problème. Allez, je vous raconte ce qui se passe. Je vous propose de regarder là-bas, tout au sud. Il y a la citadelle de Blaye. On revient à droite, on voit une petite... Philippe Lacour est né sur les bords du fleuve. L'estuaire n'a plus aucun secret pour lui. Tour d'horizon à 360 degrés. Vous voyez, elle passe devant la bouée verte. C'est quasi maternant, un fleuve. Je veux dire que c'est quelque chose d'extraordinairement présent et c'est une veine de vie qui rentre, qui monte comme une veine et qui vient là vous solliciter, vous apporter une multitude de choses. Et c'est ce que vous avez essayé de montrer ici. C'est ce que j'espère passer un petit peu. La suite se passe tranquillement, comme si le temps ne comptait plus. Un moment voulu par Philippe Lacour, comme une parenthèse. Je suis attaché au fait que les gens viennent ici et sentent cet indéfinissable. Je suis dans une espèce d'île, je ne sais pas trop ce qui se passe, entouré d'eau, au milieu d'un fleuve. Donc je voudrais sentir cette intensité-là et être à l'abri de tout ce qui me préoccupe de l'autre côté. Qu'ils soient des locataires de l'histoire, comme Serge ou Dominique aiment à se définir, ou simples acteurs de terrain, toutes les personnes que nous avons rencontrées essaient de faire de l'estuaire de la Gironde un univers bien particulier. Un monde à part, avec qui l'homme tente de vivre autrement, au plus près de la nature. Qui veut une paire de jumelles? Oui, merci. Un sacré défi pour tous ces gens de l'estuaire, bien décidés à maintenir le cap afin de préserver leur patrimoine.